Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques du Design. Je suis Nicolas Guy, designer et cofondateur de l'agence conseil Front Guys. Front Guys est une agence conseil spécialisée en product design et en développement front. Dans cette série de podcasts, nous plongeons dans le témoignage de professionnels qui font le design d'aujourd'hui et découvrons comment elles ont triomphé de leurs échecs et surmonté les difficultés pour en sortir grandis. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous recevons Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir pour cet échange qui, je suis sûr, va être passionnant. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Vanessa Guillotot, je suis Head of Product Design chez Canal+, depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis actuellement responsable de l'expérience design pour la plateforme MyCanal, qui est donc la plateforme de live et streaming vidéo du groupe Canal+. Aujourd'hui, je suis Head of Design, mais il faut juste savoir que j'ai un parcours qui est assez atypique en fait, parce que moi, je suis pleinement autodidacte dans le domaine du design. À la base, j'ai un profil technique, parce que j'ai fait du dev front pendant 9 ans, du coup, au début de ma carrière. Et donc, je suis passée par ces dernières années, par des postes, bien évidemment, donc de dev front, mais aussi UX designer, product designer, lead designer, et puis, avec mon expérience TIGA juste avant et de l'expérience Canal d'aujourd'hui, Head of Product Design, et donc plus sur des axes de stratégie maintenant. Top, nickel, merci beaucoup. D'avoir commencé par le dev front est un sacré avantage en tant que product designer et en gérant des équipes comme ça et en travaillant avec des devs, j'imagine que ça te facilite quand même pas mal les choses. Franchement, en vrai, c'est un super avantage et je m'en rends compte que ça fait très peu de temps finalement que je me suis rendu compte que c'était un super avantage. Moi, je l'ai toujours vu comme étant quelque chose à mon échelle qui était hyper stimulant intellectuellement parce que moi, je suis une touche à tout, je suis hyper curieuse et j'adorais pouvoir faire naturellement ce pont entre le design et la tech sur des aspects purement opérationnels. Sur de la faisabilité, des choses comme ça. Et en fait, aujourd'hui, au poste où je suis, je me rends compte qu'avoir cette double casquette, ça me fait énormément gagner en légitimité. Ouais. Du coup, quand je dois communiquer avec d'autres entités que l'entité, bien évidemment, expérience ou produit. Et ça m'a permis d'avoir quelques petites réussites depuis 2 ans sur cette collaboration avec la tech, du coup, au sein du groupe Canal. Ouais. Top, nickel, merci. Alors, aujourd'hui, tu vas donc nous raconter une histoire qui... va parler d'un échec ou de plusieurs échecs. Tu vas nous dire ça assez rapidement. Est-ce que tu as besoin de faire une petite introduction ? Est-ce que tu peux résumer rapidement l'histoire ou sinon tu pars directement Non, je vais remettre un peu de cadre parce que du coup, déjà, je voulais juste préciser que je suis ravie de faire ce podcast avec toi parce que l'échec, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est juste génial. C'est comme ça que je me suis construite. Donc, ce n'est pas un échec que je vais te ou vous partager aujourd'hui, c'est plusieurs échecs, c'est les gros échecs de ma carrière, mais qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est juste génial. Et j'aimerais, si tu veux bien, orienter mon témoignage autour de 3 grands axes, en fait. Comme je l'ai dit, je suis pleinement autodidacte dans mon métier aujourd'hui. Tout ce que j'ai pu faire, que ce soit en tant que dev front, que ce soit en tant que UX designer, product designer ou head of design aujourd'hui, je l'ai fait entre guillemets à la sueur de mon front et du coup forcément ça n'a pas été facile, hein, c'est pas venu naturellement et il y a certaines choses sur lesquelles du coup j'ai dû énormément travailler pour tout simplement pour que ça puisse me faire passer des caps en fait pendant ces 22 ans de carrière parce que le temps passe super vite. 22 ans que je bosse. Et j'aimerais parler de 3 grands axes qui, je pense, aujourd'hui me représentent énormément et surtout m'ont permis de mûrir. Le premier, ça sera sur les aspects de management parce que je pense qu'on en parle bien évidemment assez souvent, mais le management, c'est pas inné. Ça s'apprend, ça s'acquiert, c'est une vraie expertise, une vraie skills qu'on doit développer et du coup, je vais y revenir, mais mon parcours d'autodidacte, malheureusement, m'a pas facilité la tâche sur ce plan-là. Je pense que je parlerai aussi de mes échecs dans le cœur de métier aujourd'hui, qui est le product design, et non pas sur des aspects très opérationnels, mais plutôt sur un aspect stratégique, véritablement, vision et choses comme ça. On en reviendra souvent à cette notion de légitimité, mais j'y reviendrai. Mais c'est important d'en parler parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'incarne mon rôle, en tout cas chez Canal+, autour de cet enjeu-là.
Et je parlerai d'un troisième axe qui est un petit peu plus personnel pour le coup, qui est un axe autour de la neurodiversité. Neurodiversité, tout simplement parce que je suis moi-même neurodivergente. Je pense qu'on va y revenir un petit peu là-dessus. Et je voudrais parler de tout ce que ma neurodiversité a pu, à travers les années, m'amener comme handicap et qui m'ont conduit, certains d'entre eux, à des échecs qui auraient pu être, entre guillemets, peut-être la fin de l'histoire pour certaines choses, parce que certains échecs étaient quand même assez violents. Mais au contraire, aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de comment j'ai pu rebondir et faire de sorte que cette neurodiversité devienne une force, quoi. Top, nickel. Je suis ravi que ce thème te plaise. Et puis, c'est vrai qu'au début, quand j'ai lancé cette thématique-là et que je me suis dit, voilà, ça pourrait être une bonne idée, j'avais un peu peur de la réaction des gens parce que la culture de l'échec aux États-Unis, par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment reconnu. Le droit à l'erreur, c'est vraiment ancré dans la culture. Et en France, on l'entend beaucoup, théoriquement. Mais en fait, dans la pratique, c'est encore très compliqué. Et donc, j'avais peur un petit peu de me heurter à des gens qui ne voulaient pas forcément participer. Et en fait, je m'aperçois que si tout le monde est vraiment ravi de partager des choses comme ça, donc ça me fait hyper plaisir. Donc, merci beaucoup. Et puis, écoute, je vais te laisser démarrer. Ouais, on démarre. Ouais, ok, si ça te va, je vais passer sur l'aspect un petit peu management, comme je l'évoquais. Parce que c'est quelque chose qui, pour le coup, m'a foncièrement... c'est peut-être le truc sur lequel j'ai le plus grandi avec mon expérience d'aujourd'hui. Du coup, chez Canal+, encore une fois. Mais c'est peut-être l'axe sur lequel j'ai dû le plus évoluer et j'ai subi le plus d'échecs dans ma carrière. Je ne veux pas forcément reparler de toutes mes expériences de management. J'en ai eu 3 ou 4 à mon actif, mais je voudrais parler plutôt de la première. Parce que tu sais, c'est comme une impression, quoi. La première expérience, c'est celle qui te reste en mémoire. Et c'est malheureusement celle qui t'impacte profondément le plus. Et donc, je voudrais parler à l'époque, donc c'était, je ne sais même plus trop maintenant, c'était peut-être en 2012-13. Il y a beaucoup trop longtemps. Ouais, c'était il y a bien trop longtemps. Quand tu commences à réfléchir, quand tu remontes en arrière comme ça, je te jure que ça commence à faire peur. À l'époque, j'étais dans une entreprise qui s'appelait Novedia. C'était une SS2I, donc une ESN maintenant, on appelle ça comme ça. Et c'était une boîte dans laquelle je suis restée 7 ans. Et c'est la boîte, finalement, l'entreprise qui a tout changé pour moi. Non pas parce que je me suis épanouie pendant 7 ans dans cette entreprise, mais c'est tout simplement parce que je suis rentrée en 2008 dans cette entreprise. Donc, juste pour remettre un petit peu de contexte, moi, j'ai commencé à travailler du coup en province. Je suis arrivée à Paris en 2007. J'ai passé 1 an en tant que développeur front-end chez Mythic. Et au bout d'1 an, pour diverses raisons, j'ai décidé de quitter Mythic et d'intégrer du coup cette SS2I en tant que développeur front-end. Et les choses faisant, les opportunités du coup étant là, j'ai pu naturellement, et ils m'ont laissé surtout ma chance, j'ai pu naturellement, pendant les 2 premières années, tout simplement migrer d'un pur rôle de développeur front-end à le rôle de l'unique UX designer du coup du groupe. J'ai créé toute l'expertise UX design par passion et choses comme ça, véritablement l'envie d'aller de l'autre côté peut-être que quand tu devs. Et le fait que j'ai commencé à développer toute une offre autour de l'expertise du UX design, cette offre, elle a commencé à prendre du poids au sein de l'entreprise. Et ça, c'était donc super, très bonne dynamique. J'ai commencé à développer un catalogue de plus en plus riche. Puis au bout d'un moment, le succès faisant, ce qui est très très positif, j'ai réussi à obtenir l'accord de faire, entre guillemets, grandir l'équipe et donc directement de devenir manager. Et il se trouve que la personne que j'ai recrutée à l'époque, qu'on m'a fait recruter, parce que du coup, il y avait des enjeux de mission aussi, je n'avais pas la pleine main sur le recrutement. Je suis devenue du coup indirectement son manager. Et ça ne l'a pas du tout fait. C'est avant tout une rencontre. Hein. Ça ne l'a pas du tout fait, tout simplement parce que cette personne, elle arrivait d'un profil ergonomie. Donc, à l'époque, on ne parlait pas du design, en fait, on parlait d'ergonomie HM. Au tout début, ça. Exactement. Et donc, elle avait un profil d'ergonome. Et dès les premières semaines, dès les premiers mois d'interaction, tout de suite, ça a clashé, en fait. C'est même pas genre, c'était difficile.
Ça a clashé. Direct, ouais, d'accord. Ça a clashé parce qu'elle était dans l'incapacité d'accepter le fait que j'étais sa manager alors que je n'avais aucune formation. Problème de légitimité. Exactement. Le problème de légitimité, ça m'a meurtri, vraiment, au fond de moi, parce que véritablement, comme je disais, cette expertise, j'avais créé tout de moi-même. Vraiment, j'y tenais, c'était mon petit bébé. Et que quelqu'un comme ça, d'un revers de main, vienne entre guillemets, tout balayer, ça fait tellement mal. Et du coup, j'ai essayé avec les moyens que j'avais à l'époque, parce que là, on se parle encore une fois 2012, 2013, quoi. Le produit, on n'en parlait pas du tout non plus. Non, c'est sûr. La culture d'une ESN ou d'une SS2I, c'était pas du tout... Je veux pas dire qu'il n'y avait pas de bienveillance, mais l'accompagnement, c'était pas en tout cas l'axe numéro 1. Et donc, du coup, j'ai essayé par moi-même, avec ma personnalité et mon envie d'améliorer les choses, voilà, de créer des ponts, de collaborer et tout ça, d'essayer de légitimer le fait que, ok, peut-être que tu estimes que je n'ai pas ma place, mais moi, j'estime que je l'ai. Trouvons des solutions, quoi. Et ça n'a définitivement pas fonctionné. Donc, du coup, j'ai entre-temps réussi à recruter encore 2 autres personnes. En interne ou en stage, mais avec qui, pour le coup, ça se passait très bien. Donc, on a réussi à trouver, entre guillemets, un rythme mécanique. Du coup, tu passes dans des automatismes quand c'est comme ça, parce que... Exactement, et puis le côté émotionnel, humain, finalement, malheureusement, à mon plus grand regret, tu le mets de côté, quoi. Et donc, au-delà du fait que que j'ai pris ça vraiment comme mon premier échec de ma carrière. Je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste. Pour moi, je ne concevais pas que l'échec puisse intégrer ma vie. On va pas se mentir. Impossible. Échec, horreur. Et du coup, je pense qu'à l'époque, je n'étais pas encore suffisamment mature pour me dire que ça allait être finalement une très bonne chose. Et donc, tout ce que ça a eu pour conséquence, c'est de venir encore plus accentuer mon petit syndrome de l'imposteur qui m'accompagnait déjà depuis bien longtemps. Et il s'est trouvé que, genre peut-être 1 an et demi, 2 ans après, j'ai eu l'occasion donc, de quitter Novedia, cette ESN, pour reprendre un rôle du coup de directrice UX dans une grande agence de com. Marketing qui s'appelait Full Six à l'époque. Je dis à l'époque parce que du coup, l'agence en tant que telle n'existe plus depuis quelques années maintenant. Et du coup, je veux pas dire qu'au fond de moi... C'était une petite vengeance. Ouais, petite vengeance personnelle, tu vois. Mais je l'ai jamais amené comme ça parce que je suis pas comme ça, c'est pas dans ma nature. Mais au fond de moi, je me suis dit, qui c'est qui est là maintenant? Et du coup. Vas-y. Je reviens sur cet échange avec cette personne-là. Bien sûr. J'imagine, te connaissant, bienveillante, tournée vers l'humain, etc. J'imagine que tu as pris on va dire, tu as arrondi des angles, tu as essayé de trouver des solutions, tu as essayé de devenir légitime. Et puis, je suis sûr même que tu as essayé de voir qu'est-ce qu'elle pouvait apporter, si vraiment ce qu'elle apportait c'était pertinent, parce qu'on est tous comme ça, on est assez ouvert, on essaye de faire en sorte de s'améliorer avec les rencontres qu'on fait au quotidien. Donc, malgré tout ça, ça n'a pas marché. Est-ce que tu penses qu'il y avait... je sais pas, vraiment un problème de caractère, d'incompatibilité de caractère Je pense que oui, je pense que tu as raison. Il y avait cette notion de légitimité, mais je pense que foncièrement, et c'est ça que j'ai compris, mais que récemment, en fait, en vérité, avec du recul, ou avec l'âge, je sais pas comment on le voit, je pense qu'il y avait une vraie forme d'immaturité, en fait, de son côté. Je pense que c'est pas juste le problème qu'elle ne m'estimait pas légitime, c'est que genre, elle me prenait comme une menace parce qu'elle estimait avoir, elle, l'expertise et la formation. Et du fait que je sois sa responsable, ça l'avait été en difficulté par rapport à sa posture. Et donc, je pense que c'était plus, avec du recul, plus une problématique d'immaturité. Et elle avait son petit caractère aussi. Donc, du coup, je pense que il y avait une espèce de combinaison fatale qui faisait que ça ne pouvait pas fonctionner. Mais bon, ça arrive. Moi, je ne connais pas une entreprise où tous les gens, toutes les personnes s'entendent. C'est pas possible, en fait. C'est une sorte de petite utopie qu'il faut essayer de viser, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Non, et après, c'est vrai que l'ergonomie IHM, ça existait déjà aussi depuis longtemps. Et l'UX, c'était un truc un petit peu nouveau. Est-ce que tu penses qu'il y avait aussi, peut-être de son côté, une peur
de voir un petit peu son métier disparaître par rapport à... Enfin, alors qu'en fait, au final, c'est des métiers qui sont très proches. Je pense que en fait, c'est une transformation du métier, mais est-ce que tu penses que ça pouvait venir un petit peu de là aussi? Non, je pense pas, parce que le rôle en tant qu'ergonome, tel qu'on le définissait à l'époque, parce que donc j'ai commencé à faire de l'ergonomie en 2008, c'était de l'ergonomie généraliste. On ne parlait pas d'ergonomie digitale. Oui. L'ergonomie d'IHM, ça a été les prémices, tu vois. Donc, du coup, elle n'avait pas ce recul-là. Puis, comme je te dis, elle était jeune. Donc, pour moi, je pense qu'elle n'avait pas encore cette considération-là. Ouais. Non, je pense que c'était purement une question d'ego. Ouais. Et comme souvent en entreprise. Et parfois, il en faut, tu vois. Mais bon, il faut juste savoir le modérer, quoi. Mais non, je pense que c'était pas forcément par rapport à ça. Et elle est tout de suite arrivée dans de l'ergonomie digitale. Donc, du coup, tu vois, elle n'avait pas forcément ce background. Et la culture des design digital de manière générale. Ouais. Okay. Donc, nickel. Merci beaucoup. De rien. On passe au deuxième sujet. Ouais, le deuxième sujet. Donc, comme je disais, et je pense que c'est aussi important de parler de ce sujet-là. Je voulais parler un petit peu du product design et donc de l'axe plutôt stratégie product design, tel que je peux l'opérer aujourd'hui donc, chez Canal+. Donc, parce que bon, on va pas se mentir, aujourd'hui, j'ai plus trop les mains dans le cambouis. J'ai une super équipe, du coup, sur qui je peux m'appuyer, du coup, pour délivrer, bien évidemment, côté Canal. Mais mon rôle à moi, il est vraiment aujourd'hui d'essayer de penser une stratégie et une vision pour faire de l'expérience MyCanal déjà quelque chose d'efficient, quelque chose, ça va faire super bateau, de user-centrique. Mais bon, il y a un moment donné entre le dire et vraiment le faire, il y a encore gap, même en 2024. Et c'est quelque chose que foncièrement je fais, et je ne fais pas qu'en parler. J'ai des enjeux d'internationalisation, j'ai des enjeux d'accessibilité. Donc aujourd'hui, la stratégie product design, enfin en tout cas faire de la stratégie, c'est devenu limite avec le management vraiment mon activité numéro 1 en tant qu'head of design. Mais c'est pas ma première expérience du coup. Donc de stratégie, c'est la première expérience qui fonctionne. C'est déjà ça. Et c'est déjà ça, et ça fonctionne très bien, j'en suis ravie. Mais juste avant du coup d'arriver chez Canal+, donc j'étais chez TIGA, donc cabinet de conseil en product management que vous connaissez bien. Et disons que mon expérience chez TIGA pour un rôle alors similaire, mais en tout cas pas similaire, mais très ressemblant, parce que donc j'étais arrivée chez TIGA en 2018 en tant que Head of Product Design. Et l'idée, c'était que mon rôle, il était en priorité d'essayer d'aider du coup les co-founders à définir une stratégie autour des problématiques du product design, parce que pour rappel, TIGA, ils avaient plutôt un ADN autour du product management. Donc, il y avait déjà des product designers, bien évidemment. Ça commençait à prendre, mais c'est vrai que leur principale activité est autour du product management. Donc, pour moi, mon rôle, il était vraiment d'essayer de définir cette stratégie et par la même occasion d'essayer de l'incarner du coup pour TIGA à travers la communauté produit et de façon un petit peu plus large. Et donc tout partait bien entre guillemets, donc je suis restée 2 ans chez TIGA. Tout partait bien entre guillemets dans le sens où quand je suis arrivée, j'ai commencé à poser les premières briques, j'ai défini un framework du coup pour qualifier ce que j'entendais par un vrai rôle de product designer. Donc première étape, déjà définir qu'est-ce qu'un product designer avant même de passer à cette étape de définir une stratégie. Et puis une fois que ça a été fait, que j'ai commencé à communiquer, j'ai fait des meet-ups, j'ai écrit un article autour de ça et tout. Je dis maintenant, du coup, l'idée, c'est de voir comment ça va venir s'inscrire dans une stratégie plus globale qui va servir à l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que, bien évidemment, à contrario de la définition de ce framework product design, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire seul. C'est quelque chose, bien évidemment, que je devais faire à la fois en collaboration avec les founders, mais aussi avec mes petits camarades product designers. Parce que même si j'étais, entre guillemets, la référence sur le Head of Product Design dans un cabinet de conseil, ça n'a rien à voir avec le statut que je peux avoir chez Canal aujourd'hui. Et c'est là, malheureusement, que les difficultés ont commencé. Parce que aujourd'hui, j'ai la chance, comme je vous le disais, d'avoir une stratégie qui fonctionne. Mais c'est tout simplement parce que c'est une stratégie que j'ai réussi à concevoir à mon image. On m'a donné carte blanche pour le faire.
Donc, j'ai pu mettre en place véritablement ce que j'avais en tête, ce que j'estimais être la meilleure approche. Et par chance, ça fonctionne et c'est juste génial, c'est gratifiant et tout ça. Le problème, c'est que chez Tiga, c'était un tout autre contexte. Comme je dis, c'était un cabinet de conseil. Donc, dans un cabinet de conseil, on retrouve quoi? On retrouve des consultants. Donc, du coup, on retrouve des consultants, donc des personnalités différentes, des expertises différentes. Et surtout, des visions différentes, des clients différents, des problématiques à tacler au quotidien qui sont différentes. Et donc, pas forcément la même vision que toi de la définition de cette stratégie design pour l'entreprise. Ouais. Inséré dans la stratégie globale de l'entreprise. Exactement. C'est ça le problème. Ouais. Et en fait, mon problème, et c'est pour ça que je parle d'échec, parce que il y a un moment donné, j'ai pas su faire la part des choses entre prendre conscience de ça et le prendre personnellement. Oui. C'est qu'à un moment donné, au-delà du fait qu'il y a des personnes qui n'étaient pas forcément en accord avec ce que je voulais mettre en place, il y a des personnes qui se sont opposées à ma vision et mon point de vue des choses. Ou en tout cas qui ne m'ont pas soutenue sur certains axes que j'aurais souhaité, pour lesquels j'aurais souhaité être soutenue. Et c'est là où j'ai commencé à énormément douter, en fait. Je me suis remise en question totale sur, mais est-ce que véritablement, tu t'es pas vue un petit peu trop belle et trop forte pour prendre ce poste? J'ai commencé à me dire, mais c'est pas possible. Enfin, est-ce que ta vision, elle est vraiment la bonne? Est-ce qu'elle représente vraiment le produit? Le fameux imposteur. Le fameux imposteur qui revient à la porte. Exactement. Et du coup, j'ai finalement, avec le temps, parce que du coup, on a eu l'occasion de faire des prises de parole de façon plus globale, on a écrit un livre avec plusieurs collègues, du coup, donc le Product Academy 4, sur du coup le Product Design. Donc, c'est une série de livres qu'écrivait assez régulièrement Tiga du coup, autour des problématiques produits. Et c'est en écrivant ce livre, qui a été à la fois une super expérience et je crois l'une des pires expériences de ma vie, que j'ai pris conscience que c'est pas forcément moi qui n'étais pas à la hauteur du poste. J'ai juste pris conscience qu'il était peut-être juste pas possible de définir une stratégie de design commune au sein d'un cabinet, en fait. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que c'est au sein d'un cabinet ou est-ce que c'est au sein d'une culture produit? Parce que pour moi, il y a un vrai débat sur culture design versus culture produit. J'ai l'impression. Alors que ça se bataille sur LinkedIn en ce moment. Oui. C'est parce que en fait, que ça soit chez les gens du produit ou chez les gens du design, alors que pourtant c'est deux cultures qui sont, selon moi, très proches. Je dirais même que la culture produit, qui est plus récente que la culture design, s'appuie sur beaucoup de modèles de la culture design. J'ai quand même l'impression qu'il y a effectivement ce duel un petit peu entre qui va se ramener la couverture, est-ce que c'est le produit, est-ce que c'est le design, etc. Alors que pour le coup, c'est deux éléments qui doivent vivre main dans la main, mais plus que main dans la main, quoi. C'est vraiment deux cultures qui doivent vraiment s'emboîter, qui vivent en symbiose. Exactement, quoi. Je suis convaincue par ça. Donc pour moi, en fait, ma problématique, elle était à l'échelle exclusivement du design. Parce que, pour rappel, encore une fois, et je remets dans ce contexte, Tiga, son ADN, c'était le product management. Donc, quand tu es aux prémices d'un truc, c'est évident que chacun va vouloir, entre guillemets, exprimer sa vision de la chose. Et c'est totalement légitime. Pourquoi je dis que pour moi, j'ai pris conscience que c'était impossible d'avoir une vision de stratégie commune à l'échelle d'un cabinet? C'est par rapport à ce que je disais en introduction, un cabinet, c'est des consultants qui ont des clients différents, dans des orgas différentes, avec des niveaux de maturité du coup et de culture produit différentes, qui ont des outils différents, des orgas différents, des enjeux et des strates différentes. Beaucoup de choses à aligner, tout ça. Exactement. Et donc en fait, et c'est humain et c'est normal, chacun se réfère à ce qu'il connaît, ce qu'il rassure. Et le problème, c'est quand on a tous dans un écosystème des envies, des peurs ou des connaissances et des expertises qui sont différentes, forcément, à un moment donné, trouver et faire converger tout ça, c'est super difficile. Alors, j'ai pris la décision d'accepter le fait que pour moi, ce n'était pas possible dans ce type de structure. Ça n'a rien de péjoratif, ce que je dis. Je dis juste que moi, j'estime de mon point de vue qu'avoir vraiment quelque chose de pleinement unifié, c'est impossible. Après, certains vont peut-être me dire « Ouais, mais c'est juste peut-être parce que c'est peut-être pas toi ou ton type de profil qu'il faut pour mettre en place ce genre de choses. » Et en vrai, je suis clairement capable de l'entendre. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Est-ce que c'est pas aussi... Est-ce que ça peut avoir rapport avec notre niveau d'exigence? Parce qu'en fait, est-ce que
Quand tu vises une stratégie, tu dis que tu veux être 100% à l'aise avec, puisque si tu veux l'incarner derrière, pour être légitime, il faut que il faut que ça ait beaucoup de sens pour toi. Du coup, est-ce que faire des compromis dans ce genre de situation, c'est un truc qui est un peu difficile? Je pense que, encore une fois, on en revient toujours à cette part d'ego, mais ouais, bien sûr, tu as la notion de légitimité, de confiance en toi, et puis tu as ton petit ego quand même, qui dit dis donc, je crois savoir de quoi tu parles. des choses. Non, mais bien évidemment, mais en fait, il faut juste trouver ce juste milieu. Mais moi, j'ai préféré, et encore une fois, ça va peut-être faire une passerelle directe vers la neurodiversité, mais moi, c'est ma façon, entre guillemets, de passer à autre chose. Ouais. J'ai préféré prendre ça comme étant un échec, et une impossibilité pour me forcer à passer à autre chose. Et aller de l'avant. Ouais. Exactement, et à aller de l'avant et me dire, écoute Vanessa, c'est peut-être tout simplement pas l'expérience et l'entreprise qu'il te faut. Donc, tu as peut-être besoin d'un terrain de jeu tout autre dans lequel tu pourras pleinement t'exprimer. Ouais. Et c'est exactement ce que j'ai la chance de pouvoir faire aujourd'hui. À Canal. À Canal, exactement. Et on en est ravis. Ouais, j'espère. Ouais, carrément. Du coup, on en vient à ce dernier sujet. Ouais, la neurodiversité. Tout à fait. Ouais. La neurodiversité... Déjà, peut-être pour les auditeurs qui voient pas trop, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux remettre un petit conseil, une petite définition? La neurodiversité, j'en ai parlé assez récemment, d'ailleurs, je me fais ma petite pub, je me permets ma petite autopromo. J'ai écrit un article sur la neurodivergence au travail, fin d'année dernière, qui est disponible sur mon compte LinkedIn. Et pourquoi j'ai écrit un article sur la neurodiversité? Parce que tout simplement, j'ai découvert début d'année dernière, que j'étais moi-même neurodivergente. Donc neurodivergence, neurodiversité, c'est la même chose. Et donc, on considère une personne neurodivergente ou dans la neurodiversité si elle est atteinte de ce qu'on va appeler une forme de trouble, c'est-à-dire un trouble de type un TDAH, par exemple, donc ce que j'ai, moi, et je vais y revenir. Donc, c'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On va avoir tout ce qui touche au spectre du TSA, donc le trouble du spectre autistique. On va avoir tout ce qui touche au trouble des dys, dyslexique, dyspraxie, dyscalculie et tout ça. On a éventuellement aussi les TOC et d'autres formes, c'est des troubles, grosso modo. Et donc, qu'est-ce que ça fait, la neurodiversité? C'est juste que on est clairement et foncièrement différents. On ne fonctionne pas, notre cerveau ne fonctionne absolument pas de la même façon que ce qu'on va appeler les neurotypiques. Moi, ça m'a causé énormément de problèmes tout au long de ma vie. Et là, je ne vais volontairement pas parler que de ma carrière. C'est ce que vous pourrez découvrir dans l'article si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'est que j'ai écrit un témoignage pour expliquer comment ça a commencé dès l'enfance et dès l'école, et comment cette neurodiversité m'a empêché de trouver ma place en tant que différente. Je mets des gros guillemets, vous ne me voyez pas, mais je les mime. Que ça soit à l'école ou dans le cadre d'une entreprise. Et je trouve aujourd'hui que, et je vais revenir un petit peu sur le sujet, mais c'est depuis que je sais que je suis neurodivergente, que j'ai été diagnostiquée donc avec un TDAH, je comprends beaucoup mieux pourquoi j'ai peiné à trouver ma place et pourquoi, et c'est l'objet de l'article, j'ai jamais su passer plus de 2 ans au sein d'un même poste et dans une entreprise. Et ça, c'est clairement peut-être, pour moi, jusqu'à présent, je pensais que c'était le plus gros échec de ma vie. Je disais, mais c'est dingue, 2 ans. Par boîte. On doit travailler genre 45 ans pour la carrière. Je suis loin de la retraite si je ne suis pas capable de rester plus de 2 ans. Moi, clairement, je vous le dis, j'ai plus de place sur mon CV. Hein. C'est compliqué, quoi, tu vois. Et en fait, je me suis toujours sentie différente sur plein de points, que ce soit des points de personnalité, que ce soit mon exigence qu'on évoquait tout à l'heure, que ce soit mon multipotentiel, le fait que je sois autodidacte, le fait que je sois quelqu'un de franche, qui n'hésite pas à dire les choses, mais avec une vraie bienveillance, parce que juste l'envie de faire bouger les choses, tu vois, et pas de rester dans les non-dits, parce que pour moi, le silence, tu vois, c'est stagné, quoi.
Et, Après, il y a des gens qui veulent pas changer, on le sait. Et là, je ne suis aucunement dans le jugement, tu vois, enfin, véritablement. Mais moi, le problème, c'est que moi, je m'ennuie très vite, en fait. Donc, moi, le changement, c'est dans mon ADN. Il faut que ça bouge, ça évolue, que ça me stimule. Et du coup, la neurodiversité, je l'ai toujours vécue comme un échec. Et le vrai, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais le vrai truc qui a fait que j'illustrais cet échec lié à cette neurodiversité, ça a été toujours mon syndrome de l'imposteur. Ouais. Mon syndrome de l'imposteur, je le traîne depuis que je suis gamine. Genre jamais légitime d'eux, jamais assez bonne pour faire quelque chose, jamais assez compétente pour obtenir un poste ou un rôle, tu vois, un impact, des trucs comme ça. Toujours à me justifier ou à m'excuser de ne pas être comme les autres ou de ne pas aller dans le même sens que les autres. Et au bout d'un moment, ça épuise en fait. Et pourquoi j'ai que c'est peut-être le plus gros échec de ma vie, enfin en tout cas que je croyais jusqu'à présent, c'est juste que ça a failli pleinement, j'allais dire ça a failli m'éteindre, mais non, ça m'a éteinte à un moment donné parce qu'il y a quoi, c'était en fin 2019. Aujourd'hui, j'en parle sans aucun souci, mais je suis tombée dans une vraie dépression. Ouais. Ça allait pas dans ma vie perso, ça allait pas du tout au boulot. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai ma place nulle part. Ouais. Et j'ai commencé à me remettre en question, j'ai commencé à m'introspecter dedans. Je me suis dit, mais je suis qui en vrai, quoi, tu vois? Et du coup, il m'est arrivé un truc de dingue. C'est que il y a eu le Covid. Ouais. Ce fameux petit Covid là qu'on a tous bien senti passer. Et ça va peut-être être bizarre de dire ça parce que je pense que c'est pas, en tout cas, le point de vue de beaucoup de personnes. Moi, j'ai kiffé le Covid. Ah, mais moi, j'ai kiffé le Covid. C'est horrible, c'est horrible. Non, mais déjà pour plusieurs choses. Ça a démocratisé le télétravail. Oui, Et aujourd'hui, déjà. moi, très clairement, le télétravail, c'est ma vie, en fait. J'ai retrouvé un épanouissement professionnel qui est incroyable grâce au télétravail. Mais surtout, ça m'a permis de prendre le temps de m'introspecter jusqu'au bout. Et j'ai fait un truc de dingue. Hein. J'ai aucun problème à en parler, même si c'est très, très personnel. Mais c'est moi, chez moi, voilà, à me poser 1 milliard de questions et tout, ça m'a amené tout simplement à prendre conscience que j'étais peut-être pas qui vraiment j'étais au fond de moi. Et j'ai tout simplement fait mon coming out. Ok. Voilà, j'ai fait mon coming out pendant l'été 2020. Ok. Et alors pour ça, j'étais mariée, maman, voilà. Donc du coup, comme je vous dis, le fait de se poser énormément de questions, ça peut vous faire aller très très loin. Mais ce coming out, en fait, il a eu une vertu, plusieurs vertus incroyables. Déjà, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti un apaisement absolu. Ça y est, enfin, j'acceptais qui j'étais. Je pense depuis toujours, mais que j'étais dans le déni depuis toujours, surtout. Et c'est pour ça que je me permets de vous partager cette anecdote très intime et très personnelle. C'est que grâce à ça, j'ai subi un espèce de boost de confiance en moi que j'avais jamais eu auparavant. Mais genre, incroyable, quoi. Ton copain, le syndrome a disparu tout à petit. Mais exactement. Mais c'est incroyable. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas du jour au lendemain, parce que forcément, c'est pas un processus qui se fait comme ça, même si chez moi, tout va très vite. Mais j'ai fait mon coming out, qui a eu des impacts, bien évidemment, sur ma vie personnelle. Et 2 mois après, Canal. Je suis contactée par Canal. Je sais, mais c'est quoi? C'est l'univers. Qui te dit carte blanche. Et là, on me dit, ouais, poste ta carte blanche, nanana, tu fais c'est pas. En plus, dans une boîte qui a tout à faire, parce que c'était pas très il y avait produits pas à de l'époque. produits quasiment. Ça faisait 1 an et demi que mon CPO était arrivé. Ça faisait que 1 an et demi qu'il commençait à poser les bases de la culture produit. Et donc, on me dit, t'as tout à faire. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de parler de ces 3 thèmes. C'est que tout s'est enchaîné. J'ai pris ce poste, j'ai mis en place la stratégie que j'estimais être la meilleure pour le groupe Canal+. Ça a fonctionné. On t'a fait confiance. On m'a fait confiance. J'ai fait mes preuves. Du coup, quand tu fais tes preuves et que tu démontres que ça fonctionne, j'ai eu encore plus d'appui. J'ai mis en place le mode de management qui me représente le plus et dont j'avais toujours rêvé. Donc, un mode de management par l'empathie, bienveillance et empathie et vraiment accompagnement très proche. Ça fonctionne.
On a des résultats. On a des résultats et c'est super. J'ai réussi à embarquer toute une équipe. J'ai 13 personnes dans mon équipe aujourd'hui qui sont non pas genre juste à me suivre, mais qui sont devenus acteurs de cette vision et de cette stratégie. Et en plus de ça, du coup, ça m'a poussée finalement dans cette pousse de confiance à me poser des vraies questions sur moi-même et aller encore un cran plus loin dans la découverte de ma propre personne. Et j'ai décidé du coup de me rapprocher d'une neuropsy pour enfin poser des mots du coup, sur mes différences. Et ça m'a poussée du coup à aller faire des diagnostics chez la neuropsychologue. Et c'est là où on m'a clairement du coup diagnostiqué un TDAH et un HP. Deuxième libération. Mais deuxième libération. Je dis waouh, ça y est, 41 ans, je sais enfin qui je suis, c'est incroyable. Alors, je trouve qu'on est vraiment, pour moi, dans le cœur du sujet de la confiance, du syndrome de l'imposteur, etc. Je trouve que dans les entreprises, dans le design, alors de manière générale dans l'entreprise, on parle beaucoup de compétences, que ce soit des soft skills, des hard skills. Alors déjà, ça a beaucoup évolué. Avant, on parlait vraiment que de hard skills. Maintenant, les soft skills, c'est vraiment devenu complètement légitime et c'est quelque chose qu'il faut cultiver, etc., etc. Ça dépasse les hard skills pour ma part. Ah bah oui, alors, clairement. Très clairement. Mais on parle... Alors, c'est parce que aussi, c'est très intime et que pour moi, c'est un sujet assez crucial. Mais en fait, t'as beau avoir des super compétences, être très technique ou très stratégique, etc. Si tu ne te connais pas, toi, très bien, et que tu n'es pas, du coup, à l'aise avec toi-même, puisque tu es toujours dans une sorte d'un petit peu de flou, forcément, ça impacte toutes tes relations aux autres. Et pour moi, ça, c'est un sujet qui est vraiment essentiel, dont on ne parle jamais en entreprise. Et c'est un peu normal parce qu'on fait toujours cette distinction vie privée, vie pro, etc. Alors qu'on le sait, au fond, tout est intimement lié. Je veux dire, quand tu n'es pas bien chez toi, au boulot, il y a quand même très peu de chances que tu sois bien. Et donc, tu te mets un masque en arrivant à l'entreprise. Et ça se sent quand même. Parce qu'en fait, les gens, et surtout dans notre milieu, je trouve, puisque on sait que les designers sont particulièrement empathiques. Et donc, moi, je le ressens tout de suite. Dès que je vois quelqu'un qui fait mine d'être, je sais que derrière, il y a un truc, tu le sens. Et donc, en fait, les relations sont biaisées. Et du coup, c'est... Voilà. Et donc, je me demande, déjà, qu'est-ce que tu penses du sujet et je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus, genre des accompagnements vraiment, vraiment très tournés sur l'humain, sur la réalisation de soi, sur la quête de sens, etc. Et on sent que les nouvelles générations, elles sont vachement dans ces sujets-là et je trouve que c'est hyper bien. Mais comment réussir à traiter un sujet comme ça en entreprise qui est très lié à l'intimité et à la vie perso et qui est pourtant un impact énorme sur la vie pro, quoi. Mais je suis... tu pouvais pas avoir plus heureuse que de parler de l'humain. C'est toi qui m'as dirigé là-dedans. Je t'ai guidée indirectement, mais non, mais moi, tu prêches une convaincue. Quand je te disais que ce coming out m'a permis de prendre un boost de confiance, ça a eu une conséquence aussi que je n'avais pas forcément anticipée non plus, c'est que ça faisait 41 ans, en effet, que je masquais. Et du jour où j'ai décidé de m'accepter et du coup de parler au monde, du coup de qui j'étais réellement, c'est même plus que j'ai décidé de ne plus masquer, c'est que je suis devenue incapable de masquer. Ce qui fait que du coup, j'ai dit, ok, je suis arrivée chez Canal, je fais, que ça vous intéresse ou que ça ne vous intéresse pas, by the way, je suis homo, by the way, j'aime porter des casquettes, by the way, je suis tatouée. By the way, je suis comme ça, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je vais vivre dans l'entreprise. En revanche, ne me jugez pas là-dessus, parce que vous allez voir que ce que je vais vous amener, moi, derrière, en tant qu'expertise, parce que là, on parlait de la soft skills, mais en tant que hard skills, et voilà, en tant que, du coup, head of product design et surtout stratégiste, faites la part des choses. Et jugez-moi sur mes compétences et non pas sur mon paraître. Et ça a tout changé. Il y en a même qui étaient très mal à l'aise au début. Ouais, mais c'était pas obligé d'en parler. Je fais, ouais, mais en fait, je suis en train de te dire que moi, je ressens le besoin d'en parler. Donc, laisse-moi le faire. Si je suis à l'aise avec ça. Et du coup, aujourd'hui, tout le monde me connaît comme Vanessa, quoi. Et il n'y a pas de sujet. Exactement. Et pour revenir à ta question de créer du lien et choses comme ça, en fait, indirectement, c'est pour ça que je te dis que moi, je crois que toutes les planètes étaient alignées à ce moment-là. C'est pas possible. Mais
comme je vous l'ai dit, j'ai intégré Groupe Canal+ en novembre 2020. Novembre 2020, on était en 2e confinement. Donc moi, je prends un poste de head-off, de manager, en plein confinement. Et pour la blague, j'ai rencontré du coup mon équipe et mes collègues pour la première fois sur site en juin 2022. Ah oui. Non, 2021, pardon. Oui, 6 mois, quasiment 6 mois après le début, quoi. Donc 6 mois et demi après. Donc autant te dire que quand tu prends un poste comme ça, déjà on t'attend pas 6 mois avant de faire tes preuves. Et du coup, ça m'a juste complètement forcé, si tu veux, à revoir complètement ma façon d'interagir et de collaborer. Alors que ce soit, encore une fois, avec mon équipe ou avec mes collègues. Mais plus particulièrement avec mon équipe, je me suis dit, comment tu peux faire pour créer une relation de manager-manager avec des gens que tu n'as pas vus, que tu vois du coup ponctuellement comme ça, à distance, et tout comme ça. Parce que si tu n'arrives pas à créer cette relation, c'est mort. Tu feras rien. Oui, c'est sûr. Et c'est là que j'ai commencé, au-delà du fait de mettre des points, à l'époque c'était toutes les semaines, des one-one avec tout le monde toutes les semaines. Hein. Il fallait une bonne amorce. Maintenant c'est toutes les 2 semaines, 30 minutes de one-one toutes les 2 semaines. On se parle tant du pro que du perso. Mais ces points, ils ont été vitaux pour moi parce que c'est là que j'ai pu créer cette vraie relation de confiance. Et comment j'ai fait ? J'ai joué la carte totale de la transparence. J'ai partagé moi-même. Alléluia. J'ai partagé moi-même des éléments de ma vie privée. Je n'ai jamais forcé qui que ce soit à en faire autant. En revanche, ils savent que c'est un safe place total pour pouvoir se livrer. Tu l'évoquais tout à l'heure, des fois, tu as des problèmes perso qui ont des impacts sur ta vie pro. Aujourd'hui, et j'en suis fière, les gens de mon équipe sont suffisamment en confiance pour me parler de leurs problèmes perso pour que je puisse mieux comprendre les impacts que ça peut avoir. Et moi, si je peux en plus leur trouver des solutions ou essayer d'adapter le truc, bien évidemment que je vais le faire. Alors, c'est un point intéressant. Je pense que ça va être le dernier point parce qu'on pourrait en parler des heures de ces sujets-là. Mais effectivement, moi, en tant que manager, ce côté problème personnel, effectivement, je fais ressentir qu'on peut en parler, etc. Après, je me dis que je ne suis pas la personne pour essayer de trouver des solutions, conseiller, etc. Mais par contre, ce que tu disais qui est pour moi hyper important, c'est de le savoir. C'est-à-dire, on n'est pas là forcément pour aider à résoudre, etc. Et moi, j'essaie de ne pas trop prendre position. Mais en revanche, de le savoir, ça fait tomber le masque. Et donc derrière, forcément, tu manages pas de la même façon, quoi. Et tu manages forcément plus de façon bienveillante, etc. Et c'est pour ça que cette transparence, pour moi, ce pont un petit peu entre la vie privée et la vie pro, pour moi, est vraiment crucial parce que justement, ça fait qu'on n'est pas avec des masques et que donc les relations se font beaucoup plus facilement, quoi. Je suis d'accord, mais juste pour rebondir très rapidement sur ce point-là, moi je fais 2 distinguos. Moi j'ai toujours fait partie de ceux qui ont toujours eu du mal à créer une relation amicale avec mes collègues. Alors, je me suis toujours très bien entendue avec mes collègues. C'est pas un problème de la meuf qui travaille toute seule dans son coin et qui n'a pas d'amis. Non, c'est pas ça. C'est juste que pour le coup, ça a toujours été important pour moi d'avoir mon cercle amical personnel et mes collègues. Voilà, j'ai jamais voulu fusionner et faire de sorte que mes collègues deviennent mes amis. Il y a ce truc que j'ai jamais, en tout cas, voulu dépasser, cette limite que j'ai jamais voulu dépasser. En revanche, dans le cadre du management très précisément, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'aujourd'hui j'avais adopté un management à mon image purement empathique et bienveillant. C'est juste que j'estime que si tu veux créer une relation saine et équilibrée dans le cadre de l'entreprise sans qu'il y ait de biais amicaux, tu te dois en fait d'être sur le même, en tout cas sur un équilibre. Et donc, si tu n'ouvres pas cette brèche de l'intimité, entre guillemets, encore une fois, je mets des gros guillemets, c'est chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre, tu vois. Je ne vois absolument pas comment tu peux créer cette relation. Et je t'ai dit, après, encore une fois, peut-être coup de chance, peut-être alignement des étoiles, mais le fait qu'on soit tous en confinement, moi, je vais te le dire de façon très transparente, j'ai récupéré des personnes dans mon équipe quand je suis arrivée, j'avais 7-8 personnes. J'avais des personnes qui étaient en détresse psychologique à cause du Covid, à cause du confinement, des personnes qui en plus, pour certaines, elles ne pouvaient plus rester enfermées chez elles. Elles avaient besoin de venir sur site, revoir du monde. Et
Moi, je me complais très bien. Je sais pas. Il n'y avait pas de souci, mais du coup, j'ai ressenti d'autant plus la nécessité d'aller vers eux et d'essayer d'être dans l'écoute, en fait. Il est là. Ouais. Et quitte à ce qu'on passe 30 minutes à juste écouter quelqu'un qui a besoin, à un moment donné, de vider son sac, je pense que le rôle d'un manager, il se joue là aussi, quoi. Ouais. Il faut savoir s'effacer et laisser la place à l'écoute. Et ça fait tout. Magnifique conclusion. T'as vu ça? C'est parfait. Merci beaucoup Vanessa pour ce témoignage. Vraiment, je trouve ça vraiment hyper intéressant, hyper riche et pour le coup plein de sens pour moi, pour Front Guys qui essaye de partager toutes ces valeurs le plus possible à travers tout notre écosystème. Et donc merci infiniment encore. Merci à toi d'être venu jusqu'ici et très clairement. J'espère en tout cas que ce témoignage fera écho et toujours disponible pour en discuter. J'espère aussi, c'est le but. Nickel. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi.